Là, la boîte prend très vite. Le média a bien explosé. On a fait un peu plus de 15 millions de vues en B2B. Plus t'as de clients, plus ils te recommandent, et plus ils te recommandent, plus t'en as. Et donc vraiment là, on s'est rendu compte que la rétention chez nos clients était hyper élevée et que la recommandation était juste lunaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous interviewons Harold Gardas. Harold, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné du domaine de la vidéo. On a produit, je pense, peut-être une trentaine ou une quarantaine de vidéos, ce qui est énormissime. On était deux de base. Il a commencé avec une entreprise dans ce domaine-là, puis a été salarié et finalement a fondé Com en 2019. Com, c'est une entreprise qui a pour vocation de révolutionner le domaine de la vidéo. Et on a fait cette vidéo de lancement qui a explosé. On a clairement une stratégie par le prix. En effet, après 4 ans d'existence, Com cumule aujourd'hui plus de 50 salariés. Tous les techniciens, les monteurs, les réalisateurs, etc. sont intégrés chez Com. Com a également lancé d'autres projets, notamment Com Media, qui est un média qui a pour vocation d'interviewer des entrepreneurs. Et on a fait une première saison qui a fait un peu plus d'1,5 million de vues sur YouTube, donc ce qui est vraiment cool. Harold va vous révéler les secrets de son business. Il va vous expliquer toutes les étapes de la production d'une vidéo de A à Z et comment est-ce qu'il a fait pour structurer son entreprise en fonction de ces différentes étapes. Et donc on a vraiment ce positionnement très business de la création de contenu qui fait une différence assez notable par rapport à d'autres agences. Il va vous expliquer également sa stratégie d'internalisation, autrement dit pourquoi est-ce qu'il a envie d'avoir des personnes en interne plutôt que des prestataires externes. Quand tu vois que tu claques 10 ou 15 000 euros sur la post-prod par mois, tu te dis bon est-ce que ça vaut le coup de l'internaliser? Oui, non. Harold Gardas, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Moi je m'appelle Harold, j'ai 30 ans, j'ai un parcours un peu classique en soi. J'ai fait une école de commerce en 5 ans, durant laquelle j'étais pas forcément le meilleur des élèves. J'ai toujours été un peu le mec qui se met au dernier rang de la classe, mais qui se débrouille pour pouvoir avoir les bonnes notes, pour pouvoir passer. Et donc pas forcément très studieux, mais plutôt débrouillard. Je trouve que c'est un trait de caractère qui continue à me suivre encore maintenant et qui, à mon avis, me suivra demain. Et j'ai eu par contre un petit déclic en 3e année, pendant ma spécialisation entrepreneuriale, où je suis tombé sur un prof que j'ai adoré et qui m'a donné envie de commencer à entreprendre. Et donc à l'âge de mes 23 ans, du coup, si je dis pas de conneries, j'ai lancé ma première structure, ma première boîte avec mon meilleur pote, qui s'appelle Olivier Ramel, le CEO et fondateur de Kimono, que vous connaissez peut-être, avec qui on a lancé une boîte qui s'appelait Ilo. C'était l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, une espèce de tisane moderne, donc une boisson apaisante, parce qu'on était parti du postulat qu'à Paris, plus que partout ailleurs, il y a une espèce d'intensité de vie qui est assez vénère, et que plutôt que d'aller toujours dans le mindset de se dire qu'on va se dépasser, on a besoin d'énergie, etc., on a pris le contre-pied en se disant qu'il faut qu'on arrive à pouvoir trouver des moments où on se calme. Et on a fait donc une espèce de tisane moderne qu'on a appelée Ilo, qu'on a développée pendant quasiment 2 ans, qu'on a fini par revendre. Donc ça a été une premier démarrage entrepreneurial avec un succès à la clé, donc ça a été plutôt une bonne chose. Donc je me suis dit putain, trop bien, j'ai craqué le game de l'entrepreneuriat, je vais faire ça 20 fois. Pas du tout, vraiment, mais pas du tout. Je relance une autre boîte juste après qui se casse la gueule, une autre aussi par la suite qui se casse la gueule aussi. Donc ça me rappelle à quel point l'entrepreneuriat c'est dur et que c'est pas aussi évident et qu'il y avait aussi des facteurs chance lors de ma première aventure entrepreneuriale. Et donc je fais pas mal de choses différentes en salariat. Je vais dans la finance, ça me plaît pas du tout. Je vais dans un cabinet de recrutement qui s'appelait La Relève, que j'ai adoré, dans lequel j'étais consultant en recrutement puis head of sales à terme. Salariat, un vrai bonheur, une espèce de bulle d'air frais qui permet de pouvoir stopper un peu le stress perpétuel de l'entrepreneuriat. Et jusqu'au moment où, 2 ans après, en salariat, j'ai encore l'envie d'entreprendre et je décide de monter un cabinet de recrutement qui s'appelle Tatami, qui était un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement de commerciaux, principalement en start-up, parce qu'en start-up, les sales, c'est un peu le nerf de la guerre et très compliqué d'arriver à trouver les bons profils. Donc on a lancé ça avec Olivier de nouveau, qui revient dans mon parcours entrepreneurial. C'est vraiment ce qu'on sent, c'est vraiment qu'il y a un moment à chaque fois que du coup tu parles des expériences entrepreneuriales, il y a toujours du coup des personnes qui reviennent à chaque fois. On en reparlera après, mais du coup j'ai l'impression que ça a quand même une importance pour toi. Ouais, je pense qu'entreprendre, moi perso, je fais partie des personnes avec qui j'ai uniquement entrepris avec des associés. J'ai jamais réussi à être solopreneur, solo-fondeur en tout cas. Et je pense que ça a tout son sens dans le développement d'une boîte. Et pour revenir sur Tatami, donc je lance ça pendant 1 an et demi avec Olivier. Ça marche plutôt bien. C'est une boîte de service très rentable. Le recrutement, c'est une industrie qui est très rentable. Donc ça fonctionne bien. Sauf que honnêtement, je me fais un peu chier parce que on fait pas mal d'argent, ça marche bien, mais ça ne me stimule pas autant que Com aujourd'hui. Donc, faut juste faire le lien sur Com et puis ça fera une belle présentation assez longue. Et je décide de lancer une espèce de muse
en même temps que Tatami, en me disant donc une muse c'est une boîte qui s'auto-gère pour faire simple, tu passes peu de temps mais ça fonctionne et ça permet générer un revenu complémentaire. Et donc je décide de réfléchir à une muse qui est Com au final, créer des contenus vidéo très accessibles pour les startups et les entrepreneurs. Donc j'ai cette idée qui me vient en tête, très rapidement je cherche à m'associer. Donc je rencontre pas mal de monde jusqu'à rencontrer Flo, avec qui j'ai cofondé Com et qui est pas très loin là ici, qui est un petit peu moins visible que moi sur les réseaux et autres, mais qui a été le déterminant de cette boîte et de l'évolution. Et donc bref, donc je m'associe avec Flo, qui lui a plutôt le parcours, un background beaucoup plus technique dans l'industrie de la vidéo que je connaissais moi absolument pas. J'avais plutôt le volet entrepreneurial, donc la complémentarité des deux a fait que ça fonctionnait bien. Et donc on décide de lancer Com. Je termine rapidement, on décide de lancer Com. Com cible très bien, le lancement officiel était en septembre 2019. Et on a commencé à discuter avec Flo en juillet, donc tu vois, c'était en soi assez short entre la rencontre et le lancement. On lance une vidéo de lancement de Com qui annonce un petit peu le positionnement de l'agence. Et là, la boîte prend très vite. Et donc rapidement, et je passe les détails, on y reviendra peut-être après, mais en 4 mois, je décide de ventiler mon temps. Au départ, c'était 90% Tatami, 10% Com, mais en 4 mois, en fait, j'ai totalement rebasculé le temps que j'investissais sur Com à 100% et sur Tatami, j'ai totalement stoppé au bout de 4 mois parce que impossible d'être excellent dans deux structures, c'est pas possible. Donc j'ai pris le choix de me mettre à 200% dans Com et j'en suis extrêmement content parce qu'aujourd'hui, on est une boîte qui me fait vibrer tous les jours. Donc voilà. Comme je suppose que tu l'as lancé parce que tu as peut-être vu quelque chose, un manquement dans le marché ou quelque chose qui, toi, ne te convenait pas. Qu'est-ce que tu as trouvé justement dans le marché qui a fait que tu as décidé de lancer Com? J'ai toujours gravité dans l'écosystème d'entrepreneurs. J'étais à The Family avec Tatami, donc je voyais un peu, je sentais un petit peu ce qu'était l'entrepreneuriat. Et des gens qui lancent des boîtes, il y en a des dizaines tous les jours. Et de faire la différence par rapport à une industrie, à un secteur, à un service, c'est hyper compliqué. Et je me rendais compte à quel point la vidéo, en regardant sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, ça avait un impact et une valeur différenciante assez puissante. Donc ça, c'était un premier constat. Le second, c'était que pour faire de la vidéo très qualitative, très pro, ça coûte vite beaucoup d'argent. Quand tu passes par un free, c'est bien, c'est plus accessible, mais tu n'as peut-être pas la même structure qu'une agence qui t'accompagne vraiment, pas uniquement dans la prod, mais dans le pourquoi tu vas créer des contenus vidéo. Et si tu veux passer par une agence, ça te coûte une blinde, parce qu'une vidéo en moyenne, ça coûte entre 7 et 10 000 euros, et donc pas du tout en adéquation avec un lancement de projet. D'entreprise. Et donc je me suis dit comment est-ce qu'on fait pour avoir une offre qui est extrêmement adaptable, extrêmement souple et extrêmement abordable pour que les porteurs de projets, les entrepreneurs puissent faire un contenu qui va tout de suite les lancer et faire la différence par rapport à, encore une fois, des industries qui sont parfois très concurrentielles. Et donc l'idée de Com m'est venue avec Flo en se disant en fait on va essayer de co-construire la vidéo avec les entrepreneurs. Donc dans une vidéo tu as plein de paramètres, tu as la technique, tu as trouvé des lieux, trouvé des acteurs, etc. Et on s'est dit où sont les points sur lesquels on n'a pas à dépenser, on n'a pas à passer de temps, mais en contrepartie, c'est le porteur de projet qui va passer ce temps-là, mais ça lui permettra, en passant du temps, de réduire la pocket financière et d'avoir une offre qui était extrêmement abordable, puisque la première offre de Com, c'était une offre à 1 000 euros, ce qui est vraiment rien du tout pour la vidéo pro. Non, vraiment. Nous, on est là en tant que technicien, les entrepreneurs étaient vraiment là en mode je mets la main dans le cambouis, je vais chercher les acteurs, je vais chercher les lieux, je demande à mes potes d'être figurants, etc. Et donc ça permettait de trouver le bon équilibre. Et donc comme on l'a lancé en faisant une vidéo pour nous, 40 secondes dans les codes des réseaux sociaux, en parlant de l'offre de Com, et on s'est dit plutôt que d'envoyer des mails de prospection en disant ce qu'on fait, on s'est dit faisons-le pour nous. Si ça fonctionne pour nous, ça fonctionnera pour vous. Et on a fait cette vidéo de lancement qui a explosé, notamment sur LinkedIn, qui a été un vrai fer de lance pour Com, on pourra y venir après. Et on a eu littéralement je pense des dizaines et quasiment centaines de demandes les 4 premiers mois. Et donc ça nous a lancé direct. Et justement parce qu'en fait cette vidéo, j'ai vu un post LinkedIn que tu as fait il y a un mois je pense, où tu es revenu sur cette vidéo très récemment, vidéo que tu avais fait en 2019, je ne sais pas si on pourra mettre un extrait, en disant que ça avait été une des plus grosses erreurs de positionnement que tu avais pu faire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors déjà, l'accroche était très putaclic pour pouvoir, vous connaissez, donner envie aux gens de s'arrêter sur la vidéo. Bien entendu que ça a été l'une des meilleures décisions en soi parce que c'est un des paramètres qui a fait Com a bien pris au démarrage. Là où je revenais un petit peu sur le position et où je challenge un peu ça, c'est qu'on a clairement une stratégie par le prix. Alors il y a plein d'autres paramètres différenciants, mais un des gros focus était sur le prix. 1 000 euros, c'est un truc de fou. C'est assez facile d'avoir une offre abordable en se disant mes concurrents font des vidéos à 3 000, moi je vais la faire à 1 000, donc je vais être plus sexy. Ça, c'est une réalité. Sauf que comment tu fais quand tu as une boîte que tu vas faire grossir, que tu essaies de pérenniser, que tu essaies de scaler et continuer à réussir à vivre avec une offre à 1 000 euros sur lesquelles tu n'as pas forcément des marges de ouf et sur lesquelles tu positionnes ton image de marque comme ça a été pendant très longtemps et ça l'est encore un petit peu maintenant, même si on a fait un vrai retravail de positionnement, c'est
l'agence trop cool, hyper abordable. Et donc en fait ça nous a fermé des portes de ouf avec des très grands comptes sur lesquels on aurait pu les accompagner sur des spots télé à plusieurs centaines de milliers d'euros, etc. Ce qu'on a fait à terme. On s'est rendu compte avec Flo après 4-5 mois que des vidéos à 1000 euros, on tirait la langue, on avait peu de renta. Par contre, ça faisait beaucoup de bruit. Et on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour justifier le fait qu'on puisse faire aussi des vidéos à 10, à 15, à 20. Et ça a été un travail de longue haleine qu'on continue à faire encore aujourd'hui. Mais ça, c'est un travail d'éducation, de communication, de positionnement et aussi de contenu qu'on sort. Parce que plus tu fais des prods ultra quali, plus les gens se rendent compte que ce n'est pas forcément des offres à 1000 euros. Et plus ça te permet de pouvoir mettre un pied sur des prods encore plus grosses petit à petit. Et puis on a eu un vrai repositionnement cette année où on passe de boîte de prod initialement, où donc on était purement technicien, à un modèle d'agence où en fait on est plus sur le how, genre comment est-ce qu'on produit, on est plus sur le why, c'est pourquoi est-ce qu'on va faire des contenus. Donc on est un peu au démarrage du funnel de réflexion de nos clients. On sent du coup ce côté un peu stratégie, du coup de réflexion. C'est ça. Et donc effectivement aujourd'hui c'est aussi ce que les gens demandent, peut-être plus des choses qui sont clés en main. C'est un peu ce que vous proposez Clé en main, oui. C'est pas ce qui fait la différence par rapport à d'autres agences, parce que le clé en main, en vrai, c'est un truc que tu as dans beaucoup d'autres structures. Là où on a peut-être deux axes différenciants aujourd'hui en 2023 avec le positionnement d'agence, enfin il y en a plusieurs, mais si j'en ai deux principaux, c'est on a une prod intégrée. Donc c'est-à-dire qu'on est une quarantaine chez Com et on a notre boîte de production qui est en interne. C'est-à-dire que tous les techniciens, les monteurs, les réalisateurs, etc. sont intégrés chez Com, à l'inverse d'autres agences où en fait tu as un pôle de gestion de projet et puis ensuite tu prends plein de freelance. À nous d'internaliser ça permet d'avoir des délais beaucoup plus courts, ça te permet d'avoir une homogénéisation des contenus qu'on sort, ça permet d'avoir des prix qui sont beaucoup plus abordables. Et le deuxième, c'est qu'on a une logique très héroïste des campagnes qu'on propose. Donc campagne, encore une fois, on ne fait plus que de la vidéo, mais c'est vraiment, on se dit qu'il faut qu'il y ait un ROI, que ce soit en termes de notoriété, en termes d'acquisition, en termes de leads qualifiés, etc. C'est ça la réflexion initiale. Et ensuite, la production arrive un petit peu en fait à la fin, à l'inverse d'autres agences qui se disent je vais te faire un contenu ultra quali. Si c'est quali mais que ça ne répond pas à l'objectif initial, en fait, c'est un peu une balle perdue. Et donc on a vraiment ce positionnement très très business de la création de contenu qui fait une différence assez notable par rapport à d'autres agences. Ouais, autrement dit, tu as vraiment ciblé des gens qui avaient besoin d'une vidéo, mais pour vraiment avoir un retour sur investissement. Ce qui est un petit peu différent de, par exemple, certains institutionnels où là, le retour est peut-être un peu moins mesurable au départ. Par exemple, un spot télé, on n'a pas le taux de clic du spot télé puisqu'on ne clique pas sur la télé. Donc, c'est plus complexe. Voilà, aujourd'hui, du coup, si on prend les 3 ans d'existence de Com, bientôt 4, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'évolution de Com, de la création jusqu'à aujourd'hui, en citant les chiffres clés intéressants et les dates qui ont marqué vraiment des tournants? Il y a eu le premier run, c'est le lancement en septembre 2019 jusqu'à la fin de l'année 2019 qui a été vraiment un volume de taf et de vidéos à sortir à 1000 euros qui a été énormissime, mais qui nous a permis vraiment tout de suite de passer à une échelle supérieure parce qu'on a produit, je pense, peut-être une trentaine ou une quarantaine de vidéos, ce qui est énormissime. On était deux de base. Ensuite, on s'est très rapidement associé avec Guillaume, qui est arrivé avec son background plutôt ingénieur et qui nous a permis de pouvoir processer et un petit peu scaler la structure en interne, qui nous a beaucoup aidé. Donc, ce premier batch de lancement avec beaucoup de clients, etc., et un début de notoriété sur LinkedIn notamment. 2020, ça a été les premières recrues. On a rapidement grossi. Je crois qu'on a été une dizaine en 2020. On a pris nos premiers bureaux, donc on est parti de The Family, qui était dans cette même rue. 2020, je dirais les premières recrues, 10 personnes, première fois que moi j'avais 28 piges, que je commençais à manager des gens, etc. Donc c'est aussi une découverte un peu de ce qu'est un entrepreneur différent de ce que je connaissais avant, parce que Hilo, on était au final deux, donc j'ai jamais vraiment connu ce qu'était le management, etc. Donc j'ai dû un peu apprendre sur le terrain. Donc je dirais ça sur 2020, les premiers gros clients. 2021, le passage vraiment des toutes petites prods à des plus grosses. Premier spot télé, premier documentaire qu'on vend sur des plateformes, Salto, etc. 2021, on est une petite vingtaine. On passe sur des prods qui sont beaucoup plus qualitatives, avec des plus gros budgets, des centaines de milliers d'euros pour certains spots télé, des documentaires qu'on a lancés, Work in Progress avec Samuel Durand, qu'on a vendu sur des plateformes et tout. Donc là, ça commence à avoir de la gueule. Et puis 2022, on double les effectifs, on est quasiment 40 à la fin de 2022. On repositionne, on commence à faire ce travail de repositionnement de boîte de prod à agence. Et on arrive dans ces très beaux bureaux qui sont aussi cool et révélateurs aussi de la croissance de la boîte. Donc, Comment vous faites en 2019 justement, quand vous êtes deux et que vous avez du coup un volume important pour faire 30 vidéos? Clairement, ça s'est fait en deux parties. C'est moi en sales, donc LinkedIn, je travaille mon image de marque, j'incarne un petit peu Com, ce qui fait que ça a bien matché, notamment sur LinkedIn, et donc je gère tous les leads entrants. Donc là, moi, je m'occupe de la partie commerciale, à vraiment les closer en client. Et ensuite, pour les tournages, c'est Flo qui fait tout. C'est-à-dire que normalement, sur un tournage, tu as au moins quelqu'un tu as un réal, tu as un assistant réal, et puis tu as quelqu'un à la lumière ou au son. Et lui faisait tout, donc ça a été très 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 physique. Et donc t'enchaînes, tu fais des semaines où tu tournes 6 jours, on a bossé les samedis, etc. Et puis
Flo enchaînait en post-prod. On a aussi externalisé un moment auprès de freelance pour nous épauler sur la partie post-production parce qu'on n'arrivait pas à tenir le rythme. Mais quand on voyait qu'on dépensait énormément d'argent en freelancing, on a décidé d'intégrer certains pôles, certains métiers. Et puis ça s'est fait par étapes. Et donc ça a été énormément de charbon, vraiment. Et du coup, vous aviez délégué à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être certaines parties opérationnelles comme du montage qui est très chronophage, peut-être à des freelances externes. Ouais, ok, exactement. D'accord. Et vous aviez constitué une équipe, je suppose, même de prestataires externes qui devait être assez conséquente au début. Exactement. Et puis après, juste quand tu vois que tu claques 10 ou 15 000 euros sur la post-prod par mois, tu te dis, bon, bah, est-ce que ça vaut le coup de l'internaliser? Oui, non. Je lâche beaucoup d'argent en extérieur, donc j'internalise, mais tu as intérêt à ce que ta croissance continue, parce que sinon tes coûts fixes augmentent. Et il y a des moments où, si tu as des moments saisonniers où ça fonctionne un peu moins, bah, tu peux en payer les pots cassés, quoi. Moi, du coup, je vais te poser une question, justement, faisant un tout petit focus justement par rapport à vraiment cette période précise. Du coup, tu es avec des freelances. Ces freelances-là, je suppose qu'effectivement, tu leur donnes des cahiers des charges, etc. Il y a peut-être un peu de formation, peut-être justement de la part de ton associé là-dessus. Comment un freelance, on l'internalise dans une boîte? Tu l'internalises pas vraiment parce que c'est un freelance, donc en soi il n'est pas directement chez toi, même si j'avoue que le premier move normalement d'une boîte, c'est avant de prendre en CDI, tu fais un espèce de freelancing un peu déguisé. En fait, on a pris des freelances donc, sur quelques missions jusqu'à un moment où en fait c'était quasiment du full time pour eux parce que on les faisait bosser ultra régulièrement. On est assez fidèle avec les personnes avec qui on bosse. On prenait pas 36 000 freelances différents. On en a un, s'il fonctionne bien, on le faisait bosser régulièrement. Et quand ce freelance se dit en fait ils me font vivre pleinement et que nous on se dit putain en fait on fait taffer quasiment tous les jours, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit ok ça a du sens de l'intégrer pleinement au sein de la structure avec vraiment cette envie d'intégrer des gens qui ont une culture qui est proche de la nôtre. Et je pense que c'est un point différenciant assez majeur par rapport à d'autres agences, c'est qu'on a alors je vais essayer de pas rentrer dans le discours bullshit de chez Bullshit, mais on essaie d'avoir une culture ultra saine. Nous, à chaque prod qu'on met, tu as un peu d'humain, tu as un peu de créa, et donc c'est très compliqué de réussir à trouver la bonne vitesse de croisière pour que tout le monde soit bien. Mais bref, toutes les personnes qu'on a recrutées chez Com, c'est des gens qui avaient vraiment le focus de se dire je vais travailler dans une boîte dans laquelle ce milieu avec lequel il y a parfois des stéréotypes, je vais essayer de les briser. Aujourd'hui, si tu dois nous décrire tout l'écosystème de Com, qu'est-ce que c'est? Tu as la partie agence. Donc c'est vraiment la strat, c'est le jus de cerveau qu'on propose à nos clients. J'ai besoin de targeter la Gen Z, comment on fait pour? Ça, c'est du jus de cerveau. Ensuite, il y a Moon, qui est notre boîte de prod intégrée, donc qui est, une fois qu'on a pensé la campagne, on va la réaliser, donc nos réals, nos monteurs, etc., qui vont gérer la partie opérationnelle. On est une entité qui est Com Media. C'est un média qu'on a lancé il y a 1 an et demi dans le but de traiter de thématiques entrepreneuriales, business, avec des formats assez novateurs dans la forme. Le média a bien explosé, on a fait un peu plus de 15 millions de vues en B2B, donc très niché, et notamment sur LinkedIn. Donc ça, c'est la troisième entité. Et la quatrième, c'est la partie documentaire qu'on a lancée il y a 2 ans, mais qu'on a vraiment intensifié là cette année, qui est faire des documentaires. Donc là, c'est des prods qui durent parfois 1 an. On en a fait 4. Dont un là qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle, c'est le premier épisode de la Startup Nation qu'on a fait au Grand Rex. Et le but, c'est pareil d'avoir des documentaires qui sont liés à l'environnement du business, mais avec toujours une approche un peu différenciante. Vraiment dans le média, tu as le côté reportage, côté communication, etc. sur les réseaux, notamment LinkedIn, B2B. Et tu vas voir Charabia également. Ouais, dans Comédia, il y a aussi pas mal de choses. Il y a plein de formats qu'on a proposés, dont un qui est quand même assez gros, c'est la création d'émissions. La première qu'on a faite avec Rybed de Papépi, c'est Charabia. Donc c'est c'est un talk show où on parle entrepreneuriat, mais avec un format pareil assez marrant. On fait bien des chroniqueurs, et des chroniqueurs en fait sont des entrepreneurs plutôt à succès. Et donc ça a bien marché. On a fait une première saison qui a fait un peu plus d'1,5 million de vues sur YouTube, donc ce qui est vraiment cool. Et là, on a vraiment cette année l'ambition de développer d'autres émissions. Celle qu'on est en train de finaliser, qui va se lancer là, à la mi-mai, c'est une émission avec Arthur Aubeuf de Time for the Planet, que vous connaissez très certainement, où on va faire un late show, où on va parler écologie, environnement, mais de manière totalement décalée. Et on va essayer de rendre sexy l'écologie, parce que pour beaucoup, quand tu dis écologie, c'est un truc moralisateur où on va tous mourir, etc. Et on s'est dit, pour targeter les plus jeunes, etc., il faut qu'on arrive à sexiser un peu cette thématique. Et donc, on va faire un late show totalement perché. On voulait te poser une petite dernière question concernant cette partie, qui est le fait que, en général, quand on crée un média, le média est plutôt créé, on va dire, par des profils qui sont artistiques ou vraiment des profils qui sont vraiment un peu nichés, qui ne pensent pas forcément au côté business d'un média. Du coup, des fois, il y a cette difficulté des médias de justement
et tout simplement faire du business et c'est assez compliqué pour eux de se développer. Toi, à l'inverse, ce qu'on sent vraiment chez toi, c'est qu'on a vraiment ce côté entrepreneur, ce côté business qui est venu avec Com, du coup, avec le développement d'ailleurs de tous les pôles que vous avez fait. En fait, c'est un peu une LAN Media Company que vous avez fait. Explique-nous un peu tout ça. Bah ouais, en fait, le média, faut peut-être revenir à la raison pour laquelle on a lancé le média. J'ai toujours eu une approche chez Com où je voulais pas avoir de sales agressif, c'est-à-dire de faire de la prospection téléphonique, etc. Alors que c'est quand même le nerf de la guerre du business, c'est d'aller trouver des nouveaux prospects. Et je me suis rendu compte que la force d'une image de marque, de production qualitative qu'on a, ça nous permettait d'ouvrir les portes à des très beaux contacts, mais pas suffisamment. Donc je me suis dit, si demain on lançait un média dans lequel on parlait de business, donc qui sont nos clients potentiels, le B2B, avec des formats qui sont ultra visuels, si je demande à une personne de venir sur ce média, que c'est extrêmement qualitatif, qu'on parle de business, il n'y a pas de raison que la personne dise non. Et ça me permettra de pouvoir faire un premier point de contact avec des gens qui demain seraient en fait le client idéal pour Com. Et donc on a vraiment pris du temps avant de bosser notre premier format qui était très quali, et sur lequel on a invité des Oussama Hamar, des Cyril Gann, Catherine Barba, des boîtes, des Jacques Seguela chez Havas, etc. Et en fait, quand tu les as chez toi, chez le média, et c'est pas du tout un sujet prospectif, c'est juste tu l'invites sur ton média, tu as des micro-discussions où tu parles d'un peu de tout, un peu de rien, mais aussi un peu de business. Et puis tu rentres dans la tête de ces personnes. Je prends l'exemple parce que j'ai cette personne, mais Jacques Seguela chez Havas qui pense à toi. Et quand il y a une prod vidéo et qui dit putain, je connais une belle petite boîte, c'est Com, je vous fais l'intro. En fait, ça marche hyper bien. Et donc en fait, le média, c'est la vitrine prospective de l'agence. Et en fait, plus on crée du contenu sur le média, plus on a des demandes en prod sur l'agence. Et plus on a créé de prod sur l'agence et que ça grossit, plus on a de la facilité d'inviter des gens sur le média. C'est nos commerciaux. Le média, c'est notre premier commercial. Parce qu'on n'a pas de commerciaux chez Com. Donc voilà en gros un peu la raison pour laquelle on a fait ça. Et puis c'est hyper corrélé avec, encore une fois, notre thématique qui est l'industrie du business, etc. Et je pense que de parler de business avec des sujets de fond intéressants, des formats qui sont ultra qualitatifs parce qu'on a plein de créas ici, c'est le parfait matching des deux mondes. J'aimerais que tu nous dises, aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent chez Com. Comment est-ce que tout ça est organisé et quels sont les choix qui ont mené à structurer comme ça en fait? Du coup, il y a le premier volet qui est la partie communication. C'est comment est-ce qu'on va penser des campagnes qui sont malignes pour pouvoir donner envie à des gens de nous contacter. Parce qu'encore une fois, on n'a pas de commerciaux chez Com, c'est uniquement de l'inbound marketing. Une fois qu'on a une demande entrante parce qu'on a bien fait notre taf, il y a la partie gestion de projet. C'est vraiment, je suis en call avec les prospects, je les convertis en clients et ensuite je mène à bien tous leurs projets. Pour mener à bien tous leurs projets, c'est arriver sur un tournage ou sur une campagne. Donc là, on a besoin de staff technique. Donc là, il y a le pôle technique, c'est encore une fois les réalisateurs, les photographes. Une fois que ça c'est fait, ça passe en post-production. C'est toute la partie montage ultra technique. On a beaucoup de monde sur la partie post-prod, on est 8 ou 9 je crois, ce qui est quand même assez fat. Donc là on homogénise nos contenus, on sort la prod et ensuite on la diffuse sur nos réseaux et ça revient sur la première boucle de la communication où comme les prods sont quali a priori et sont cool, et ça de nouveau nous fait donner des demandes entrantes et puis la boucle se tourne comme ça. Et puis peut-être juste sur le volet que j'ai pu oublier, c'est quand une prod est sortie, on la diffuse sur notre média aussi, si c'est cohérent avec le média, parce qu'il y a une belle audience et que c'est hyper vendeur pour nos clients. Et le média donc reboucle la boucle où de nouveau on a des demandes qui rentrent. Et du coup sur le média aujourd'hui vous allez publier on va dire combien de contenu par semaine, par mois? Je crois qu'on poste entre 1 et 2 fois par jour sur LinkedIn, donc ça fait entre 5 et 10 formats par semaine. Dans toute entreprise, il y a des process qui sont mis en place dès qu'il y a plusieurs personnes qui interagissent avec la création du produit en fait. Toi, chaque client, ça va nécessiter de créer quelque chose de nouveau. Donc comment est-ce que tu as organisé tes équipes, ton entreprise pour savoir par quelles étapes va passer la création d'une vidéo? Concrètement, comment ça se passe? En gros, on a le démarrage qui est le Typeform. C'est un petit questionnaire qu'on a mis en place pour pouvoir centraliser les infos un peu clés dont on a besoin, budget, vidéo référence, la raison pour laquelle tu as besoin de faire du contenu. Et parenthèse très rapide, ça permet aussi d'augmenter le taux de conversion entre prospect et client. Quand quelqu'un répond à Typeform, il est un peu inconsciemment déjà engagé, il a mis un peu le pied chez toi. Et donc ça, c'est un indicateur qui est fortement recommandable. Donc une fois que le Typeform est répondu, ça permet au chef de projet d'avoir les infos clés, de faire un premier call de découverte avec le prospect. Donc on revient un peu plus en détail sur le brief, on lui apporte vraiment des conseils stratégiques. Donc là il y a une nécessité à ce que chacun des chefs de projet ait une notion business des productions qu'on a à sortir. Donc il y a ce call de découverte où on affine un peu tout ça. Ensuite une fois qu'on a affiné le brief, on va faire une proposition commerciale à notre client. Donc c'est clairement venir avec un scénario, une ébauche de scénario avec un budget associé, un rétro-planning. Pour ça, on a nos équipes en interne de créa, donc qui, en fonction du premier call qu'a eu notre chef de projet, va lui donner toutes les infos, et puis le créatif va, en fonction de l'objectif, du budget et de tous les paramètres qu'il a, penser une campagne qu'on va deviser. Par exemple, on utilise un outil qui est important pour toute boîte, je pense, qui s'appelle Toggle, qui permet de timer le temps qu'on passe sur chacun des moments en fait, du parcours client à la créa.
Si tu as un budget qui est à 100 000, tu passes pas le même temps qu'un budget à 1000, donc on fait du timing, de temps à passer, comme ça permet de s'assurer qu'on est rentable et ça permet aussi de s'assurer qu'en fonction de certaines typologies de briefs, on doit se positionner à un prix plus ou moins élevé en fonction du temps qu'on y passe. Donc ça permet d'avoir une vision très concrète des prix qu'on alloue et des marges qu'on tient. Donc Toggle pour vraiment timer ses projets. Une fois que je reviens sur la partie créative, le créa a fait une proposition au chef de projet, ils le bossent ensemble pour s'assurer que ça colle bien. On refait un dernier call avec le prospect pour pouvoir le convertir en client. Donc là, on lui donne un peu de visibilité sur le brief créatif, le prix que ça va lui coûter et le rétro-planning. Une fois que c'est locké, on va avoir toute une partie gestion organisationnelle des tournages. Donc là, c'est toute la prod qui arrive. Voici le brief, comment est-ce qu'on fait pour. Donc là, il y a tous les assistants de prod qui vont faire les castings auprès des clients, auprès des mannequins, etc., choper des lieux, etc. Donc tout ça, on s'en occupe. Ensuite, il y a le jour J, c'est le tournage. Toutes les équipes de prod sont présentes avec le chef de projet. Parce qu'on estime que chez Com, ce que paye le client, c'est la production. Donc vidéo, si je prends cet exemple, le rendu, c'est la vidéo, mais tu as aussi en fait le parcours utilisateur, c'est que tu as trop d'agences qui délaissent ça. Il faut se mettre à la place du client. Être sur un tournage, c'est un truc qui est hyper différent de son quotidien. Ils sont trop contents de faire ça. Et en fait, si jamais tu as un tournage qui ne se passe pas au mieux parce que tu n'as pas les gens pour rester avec le client, faire du caring, etc., ton expérience, elle n'est pas ouf. Et au final, c'est ce que retient beaucoup aussi les clients. Donc nous, on a vraiment un impératif, c'est que les chefs de projet soient sur les tournages pour être avec les clients, pour s'assurer que ça se bien, qu'ils passent un bon moment, une bonne journée. Et en fait, ça crée, nos clients deviennent nos ambassadeurs parce qu'ils nous aiment vraiment et qu'ils en parlent à droite à gauche et que ça nous permet d'avoir soit de la rétention, soit de la recommandation. Ça marche vraiment. Du coup, ça, c'est votre communication aussi à travers. Enfin, du coup, c'est à travers vos clients forcément. On n'a pas besoin forcément d'aller faire du marketing, de la publicité pour vous. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ce que tu vends, c'est un résultat d'un point de vue performance de la vidéo, mais c'est aussi le fait que tes clients, quand ils travaillent avec toi, ils vont adorer travailler avec toi. Absolument. Donc la post-prod, où on a un outil qu'on envoie à notre client qui s'appelle l'outil David Vimeo, qui permet de cliquer directement sur les contenus et tout de suite en direct faire des retours. Donc ça permet de simplifier plutôt que d'avoir des énormes mails horribles. Et à la fin, on a le rendu de la campagne et on envoie un questionnaire de satisfaction qui nous permet de pouvoir vraiment avoir un espèce de retour concret sur est-ce que ça s'est bien passé, si oui, pourquoi et comment. Et pour revenir sur le point du moment où on est avec les clients pendant les tournages, c'est vraiment à chaque fois, on n'a jamais eu une mauvaise note là-dessus. Autant sur certaines prods, on peut en avoir parce que ça arrive. Autant là-dessus, à chaque fois, on nous dit l'équipe de com est une équipe en or. Les gens sont adorables. Je recommande les yeux fermés. Et donc vraiment, là, on s'est rendu compte que la rétention chez nos clients était hyper élevée et que la recommandation était juste lunaire. Et quand tu as ton client idéal qui parle de toi à un pair, ça devient aussi un client idéal. Et donc ta boucle, en fait, elle s'auto-alimente. Plus tu as de clients, plus tu te recommandes. Et plus tu te recommandes, plus tu en as. Et donc là, tu craques vraiment un système qui marche bien. Encore une fois, on a zéro commerciaux, vraiment zéro sales en interne. Ça, c'est quelque chose de fou parce qu'il y a beaucoup de coûts dans une entreprise qui peuvent venir de ce pôle-là. On va le mettre en place, là, on est en train d'y réfléchir, mais on n'en a pas eu besoin et j'ai toujours estimé que je préfère que quelqu'un toque à ma porte et que je lui vende mon bouquet quand mon bouquet de fleurs, par exemple, si on vend ça, si c'est lui qui vient à moi, plutôt que de moi toquer à la sienne en disant est-ce que tu as besoin d'un bouquet de fleurs, tu as beaucoup plus de chances que la personne te jarte que si c'est elle qui vient à toi. Et donc d'avoir une belle com et que les gens viennent te voir, ça permet d'avoir un taux de conversion qui est juste lunaire. Je crois qu'on est à quasiment 70% des leads entrants qu'on convertit en clients, ce qui est énorme. Après, c'est une stratégie qui doit être complémentaire et je pense que pour passer une échelle supérieure, parce qu'on a terminé l'année dernière à un peu plus de 3 millions, là on cherche entre 5 et 7 cette année, il va forcément falloir qu'on ait aussi une approche commerciale, mais qui va plutôt se positionner sur les grands comptes, sur les appels d'offres, etc., plus que sur du microphoning pour des prods à 2000 €. Il y a le tournage. Rapidement, comment ça se passe, le client arrive, etc. Mais je suppose que le client, il voit qu'une seule partie, mais en amont, il y a peut-être d'autres choses à penser. Si on parle de figurantes, décors, etc. Sur le tournage, en vrai de vrai, le moment du tournage, c'est les 20% restants de la prod. Le gros travail, il se fait en amont. C'est tout ce qui va être pré-production. Donc les castings, les lieux, faire les repérages pour s'assurer que tout va bien coller, que les lumières soient bonnes, etc. Donc en fait, au moment où il y a le jour de tournage et que le client est là, tout est déjà correctement ficelé, tout est toujours bien huilé. Du coup, pendant le tournage, c'est la chef de projet qui est avec la cliente, qui en même temps s'assure que l'équipe technique réalise correctement ce qu'avait demandé le client. Donc il faut faire un peu office de caméléon et d'être avec la technique et donc de leur mettre un peu le speed pour pouvoir tenir les délais et en même temps faire du caring client qui est tout aussi important. Et puis ensuite, le tournage, c'est le moment un peu stylé quand même de tout le processus. Et je ne sais pas trop quoi te dire en plus que ça. Tu as la gestion des acteurs, tu as le réel qui va diriger les acteurs s'il y en a ou pas. Là, je suis très focus sur la vidéo, encore une fois, comme maintenant on fait plein d'autres choses. Mais voilà, le tournage, c'est toujours du kiff en vrai, même si c'est bien physique. Et du coup, qu'en est-il de la post-production ? Alors au niveau de la post-production, il y a un travail qui se fait entre le réel et le monteur. Le réalisateur donc, a pensé sa vidéo, donc il a fait des prises
en ayant en tête déjà la post-production. Donc l'idée ensuite, c'est un travail de collaboration entre la post-prod et le réalisateur. Se dire, voilà, moi j'ai imaginé ces plans pour faire ça. Et le monteur qui a son expertise va se dire, ok, génial ça, mais regarde, on peut faire aussi comme ci ou comme ça. Donc en fait, il y a une espèce de travail d'échange entre le réalisateur et le monteur pour pouvoir faire une première version, ce qu'on appelle le BAB, c'est le bout à bout. C'est on va sélectionner tous les bons moments de tous les rushs, toutes les prises qu'on a eues pour pouvoir en faire un grand BAB. Donc on met plan par plan tous les contenus. Ça, on le fait valider au client pour s'assurer que déjà l'ossature, le fil rouge de la vidéo se tient. Une fois que ça c'est fait, on va passer vraiment sur la partie post-prod plus technique. On va y ajouter les effets, la colorimétrie, donc ce qu'on appelle l'étalonnage, les musiques, etc. Et donc là, on fait une V1. Donc V1, c'est la première vraie version montée de la vidéo qu'on propose à notre client. Sur lequel donc, il a une plateforme où il va regarder son contenu et faire des retours à la seconde près avec un curseur précis sur l'image en disant bah, ça j'aimerais qu'on le réajuste, ça j'aimerais qu'on le rajoute telle ou telle chose. Et donc bah, là tu fais la V1 avec les retours des clients jusqu'à une VX en fonction de ce que tu as négocié avec ton client. Parce que plus le budget est gros, plus tu peux te permettre de pousser les versions. On a plutôt l'envie d'avoir une V1, donc une première version qui est déjà très aboutie, plus que d'autres agences qui se disent on avance vraiment par étapes. Nous on préfère mettre une gifle dès le début en se disant putain, la vidéo claque, plutôt qu'une V0 où tu dis oui, vous inquiétez pas, après on va mettre plein d'effets. En fait, c'est dur pour un client de se projeter. Donc même s'il se dit ok, c'est qu'une première version, il peut y avoir parfois un espèce de premier a priori où tu dis putain, c'est pas ouf. Donc une fois que tu es arrivé sur la V3 par exemple et que la vidéo est terminée, on envoie le fichier téléchargeable au client qui va pouvoir la diffuser. Puis souvent on conseille aussi la manière de diffuser les vidéos parce que c'est bien d'avoir un beau contenu, mais si tu le diffuses n'importe comment, bah, au final c'est un peu une balle perdue. Donc voilà, on a un peu une partie éducative sur comment est-ce qu'on fait pour correctement diffuser les contenus et puis c'est à peu près tout. Moi j'aurais une question par rapport justement au volume. C'est-à-dire que tu nous as dit tout à l'heure que tu internalisé énormément beaucoup de pôles, que ce soit la préparation, la gestion de projet, le tournage, la post-production. Mais je suppose que tu as un flux de clients qui va varier en fonction peut-être de saison de la vidéo, je ne sais pas, ou peut-être à certaines périodes de l'année tu as plus de demandes que d'autres. Comment est-ce que tu fais pour que tes équipes soient, on va dire, tout le temps occupées et comment est-ce que tu fais quand tu as plus de travail que ce que tu peux encaisser? Alors, toujours occupé, c'est le cas. Ça pour le coup, on n'a pas trop de soucis là-dessus, donc c'est un bon problème honnêtement. Là où il y a un an, on faisait beaucoup de contenu avec des prix un peu plus accessibles. Maintenant, on se repositionne sur des plus grands comptes où on accompagne à 360 nos clients. Donc, on a une visibilité un peu plus long-termiste où on se dit, OK, à l'année, on va devoir faire tant de photos, tant de contenu interview, tant de prods qui vont passer en télé. Donc, on a une pocket qui est quand même relativement large. C'est souvent aux alentours de 400 000 € et on a de la visibilité sur l'année sur comment est-ce qu'on fait pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc, recruter en conséquence, etc. Et la seconde, c'est quand on a surbooké de demandes, on externalise auprès de certains freelances avec lesquels on bosse de manière très étroite depuis ces 3 dernières années. Et voilà, c'est la logique un peu classique de se dire t'externalises sur certains pôles, pas tous. Encore une fois, on a vraiment cette culture d'homogénéiser nos contenus et d'avoir vraiment la main à 100% sur nos prods. Et souvent, quand on fait par exemple appel à des monteurs en post-production en freelance, on les fait venir au sein de l'agence, on est avec eux, on avance ensemble, comme s'ils faisaient partie de Com. Toi, c'est quoi ton rôle aujourd'hui du coup en tant que gérant d'entreprise? Qu'est-ce que tu fais au quotidien en fait? Énormément de choses. Je suis encore sur la partie managériale, opérationnelle de tous les directeurs de pôle. Donc il y en a 6 qui gèrent un peu toutes les entités de Com donc, que je manage. Beaucoup de parties commerciales, mes grands comptes, c'est les émissions comme Charabia, Time for the Planet, c'est moi qui m'occupe des sponsoring, etc. et de les mettre en place. Je suis encore un peu l'image de Com en tant que CEO et avec notre stratégie de personnifier un peu la structure, j'ai beaucoup de contenu comme celui-ci par exemple pour pouvoir parler de Com dans les différents médias qu'on peut avoir et ce qui est un gros temps. Beaucoup de parties stratégiques, ce sur quoi je pense avoir le plus de valeur, c'est comment est-ce qu'on va penser à des verticales comme Comédia qui vont nous permettre de pouvoir aller dans le bon sens de la croissance de la structure, qui est hyper important. J'ai géré toute la partie administrative, RH et financière de la boîte jusqu'à il y a une semaine où on vient enfin de recruter notre CTO, donc qui gère la finance plus la RH, donc là c'est un bonheur. Et on finalise 2 derniers recrutements en COO et en bras droit qui va me permettre de pouvoir m'alléger de tous les petites tâches sur lesquelles j'ai pas énormément de valeur et me concentrer sur vraiment le management avec les équipes parce que y a une triste réalité, c'est qu'à même on n'est que 40, ce qui n'est pas encore énorme et je me rends compte que parfois au bout de 2 mois, j'ai presque pas parlé avec certains qui sont arrivés chez Com et moi c'est un truc qui me donne de l'urticaire. Donc c'est pouvoir avoir du temps pour pouvoir être avec mes équipes de manière beaucoup plus efficace et quotidienne et la strat au sens large du terme. Voilà. C'est les 2 pôles sur lesquels je vais me concentrer cette année. Quelle vision pour Com dans 5 ans? Ça va être de grossir mais de manière saine. J'ai pas envie qu'on soit une boîte de 500 personnes, loin de là. Conserver notre culture, je vois bien que c'est dur déjà quand tu passes de 20 à 40 personnes, de conserver ta culture, c'est
un truc qui est très très compliqué, mais qui est challengeant. Et donc ça, je veux vraiment le continuer. Étoffer les verticales sur lesquelles on va. On a le marketing d'influence qui a du sens pour nous, on a les contenus d'acquisition qui en ont aussi. Donc c'est comment est-ce que des verticales qui sont complémentaires à celles existantes vont permettre de pouvoir grossir. Et emmener le média sur la Lune parce qu'on a une très belle première année et demie, tout en organique, en mode bootstrap. Et là, on va passer l'échelle supérieure cette année. Que penses-tu justement un peu des levées de fonds? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as aujourd'hui, même encore avec l'activité que vous avez, est-ce que c'est quelque chose que tu as même envie encore de pratiquer? Peut-être est-ce que déjà tu y penses au niveau de la réflexion? Du coup, tu m'as dit bootstrap, donc c'est-à-dire que tu n'as pas fait encore de levée de fonds. Que penses-tu de tout ça? Je pense que déjà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option en soi. La levée de fonds, c'est toujours une espèce de vision très manichéenne de se dire c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. En fait, c'est juste propre à chaque industrie. Nous, on est une boîte servicielle. On vend, on gagne de l'argent. On n'a pas de R&D qui nécessite d'avoir vraiment énormément de fonds, donc qui justifierait une levée de fonds. Pour le moment, on n'en a pas besoin. On y a pensé avec Flo parce que, tu vois, typiquement pour le média, pour Comédia, on s'est dit si demain tu lèves des fonds, tu fais de la croissance externe, tu vas racheter d'autres médias, etc., et que tu grossis rapidement, ça peut être une stratégie. Il y a des avantages, c'est que tu as des sous, tu as des inconvénients, c'est que tu n'es plus totalement chez toi. Tu as quelqu'un qui vient, si jamais on parle de VC. Donc on a pris le choix de ne pas le faire. On a une culture où, encore une fois, on lance des projets où on avait fait une émission sur le trône où j'étais sur des chiottes avec les invités, donc totalement perché. Et demain, si tu as un fonds d'investissement, il te dira mon loulou, c'est hors de question que tu fasses ça. Et donc on n'a pas envie d'être aligné à d'autres décideurs que nous. Donc on n'a pas envie de lever des fonds. Par contre, il y a une troisième option, c'est de la dette auprès des banques. Donc là, nous, typiquement, on vient de clôturer cette semaine notre premier emprunt bancaire qui nous permet de pouvoir nous déployer, nous développer sans, encore une fois, ouvrir le capital à des personnes qui ne seraient pas forcément… Sans diluer, quoi. Sans se diluer, absolument. Dans 5 ans, où est Com? Mais dans 5 ans, où est Harold? Chez Com, déjà, ça c'est une première bonne chose. Je pense que c'est honnêtement la boîte de ma vie, entre guillemets. Tous les jours, je kiffe, avec les moments où c'est dur, etc. Mais je kiffe ce que je fais. Et j'avais vu une vidéo de Théo Lyon de Kudak que j'aime énormément qui disait « Si je revends un jour Kudak, en fait, je remonterai exactement la même chose que c'est ce que j'aime. » Et donc moi, c'est un peu la même logique. C'est que je n'ai rien d'autre qui me ferait kiffer, donc je serai chez Com dans 5 ans, je serai beaucoup moins dans l'opérationnel, j'aurai étoffé les équipes, un peu thinkers, genre le middle management, on cherche à senioriser un peu la structure. Harold, c'est quelqu'un qui trouvera le bon juste milieu entre sa vie perso et sa vie pro, parce que pendant 3 ans, la vie perso, je l'avais un tout petit peu mis de côté. Un Harold qui sera en vitesse marathonienne plutôt que le sprint que je fais depuis 3 ans, on va dire. Pour la conclusion, nous, on aimerait te demander de proposer à notre audience un petit défi à réaliser, quelque chose qui soit assez applicable, assez concret et qui s'adresserait à quelqu'un qui veut vraiment devenir entrepreneur, qui hésite encore un peu à se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire de faire maintenant pour faire un premier pas vers cette destination? C'est de se lancer sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est une belle plateforme, peu importe ce que tu lances, produit ou service, et pendant 2 mois, s'imposer de poster 3 fois par semaine. Donc trouver les bonnes thématiques, il y a plein de contenus qui permettent de trouver les bonnes pratiques pour pouvoir se lancer. 2 mois, obligatoire, chaque semaine, poster 3 fois par semaine. Juste qu'ils nous envoient ensemble les retours que ça aura généré d'un point de vue business, d'un point de vue mindset, etc. Et très curieux, honnêtement, s'il y en a qui le font, de voir ce qu'il en est. Puis on peut peut-être même les recevoir, nous, ici, chez Comédia, pour pouvoir discuter des retours que ça aura généré. Écoutez, pour ceux qui réalisent ce défi et qui dépassent 5000 abonnés en 2 mois en partant de zéro, on vous invite ici. Magnifique, vas-y, non, honnêtement, ok, très bien, ça me va. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette édition d'Esprit Entrepreneur. Comme d'habitude, vous allez retrouver sur notre site internet espritentrepreneur.fr un résumé détaillé de tout ce qui a été dit dans cette vidéo. C'est en fait un document d'une dizaine de pages qui va reprendre tous les concepts énoncés ici avec des recherches supplémentaires pour vraiment amener de la valeur, des détails qui sont applicables pour vous, pour votre entreprise, en fonction de votre domaine. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, lâcher un petit like. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir. Et les commentaires que vous postez, nous, on les lit tous avec Clément. Voilà, c'est des commentaires qui sont très utiles, vraiment, qui nous aident vraiment à nous améliorer à chaque édition. Voilà, en tout cas, on vous remercie. Merci Harold d'avoir été avec nous. Et à très bientôt pour une prochaine édition d'Esprit Entrepreneur. À bientôt. Ciao.